Le sang maculait ses lèvres quand elle embrassa son frère sur l'autel. La statue décapitée observait tandis que des corps nus se tordaient dans l'ombre. Rome tombait, mais les rituels de Julia ne faisaient que commencer. La Rome de l'an 476 après J-11C, N, était plus la glorieuse capitale qui avait un jour dominé le monde connu. Ses murs encore imposants abritaient une ville fébrile, où la splendeur décadente des palais contrastait avec la misère grandissante dans les rues. Le dernier empereur, le jeune Romulus Augustule, n'était qu'une ombre manipulée par des généraux ambitieux, tandis que le vrai pouvoir se fragmentait entre aristocrates, commandants militaires et l'influence croissante de l'Église. C'est dans ce scénario d'agonie impériale que Julia Livilla, descendante directe d'une ancienne lignée de patriciens romains, se mouvait comme un serpent parmi les ruines de ce qui avait été la plus grande civilisation du monde. La demeure de la famille Livilla se situait sur le flanc du mont Palatin, ses murs de marbre et ses colonnes corinthiennes résistant au temps comme des témoins silencieux d'un passé glorieux. Cette nuit-là en particulier, tandis que la plupart des citoyens se retiraient chez eux, craignant les pillages de plus en plus fréquents, les fenêtres supérieures de la résidence émettaient une lueur rougeâtre, si subtile que seuls des yeux attentifs auraient pu la remarquer. Le son feutré des flûtes et l'arôme d'encens exotique échappaient par des fissures soigneusement voilées. À l'intérieur du triclinium principal, transformé en temple improvisé, Julia observait avec satisfaction l'arrivée des convives. La femme de 28 ans possédait une beauté qui défiait toute description simple. Ce n'était pas seulement son visage aux traits parfaits ou ses cheveux noirs qui tombaient en vagues jusqu'à la taille. Ça, c'était quelque chose dans ses yeux, profonds et sombres comme des puits sans fond, qui semblaient voir au-delà des apparences, pénétrant l'âme de quiconque la fixait trop longtemps. Elle portait une tunique de soie transparente, teinte de pourpre impériale, une couleur dont la production et l'usage étaient techniquement interdits à toute personne en dehors de la famille de l'empereur. Un premier acte de défi parmi tant d'autres cette nuit-là. Les convives, tout nobles romains ou officiers militaires de haut rang, entraient avec précaution, accueillis par des esclaves qui leur offraient des coupes de vin mêlées de substances inconnues. Julia saluait chacun personnellement, ses lèvres rouges effleurant les visages et murmurant des mots qui faisaient frissonner des hommes puissants. Parmi eux, des évêques corrompus qui condamnaient publiquement le paganisme, mais qui secrètement aspiraient au plaisir que seuls les anciens rituels pouvaient procurer. Lorsque le dernier invité eut pénétré l'enceinte, la grande porte de chêne fut verrouillée et scellée de cire rouge sang. Julia marcha jusqu'au centre de la pièce, où une ancienne statue de Bacchus avait été placée. Était une relique païenne qui aurait dû être détruite des années auparavant, lorsque Théodose avait interdit les anciens cultes. Devant elle, une table de marbre servait d'autel improvisé, recouvert d'une nappe de soie noire, où reposaient des instruments rituels, des coupes d'or et de petits flacons contenant des poudres et des liquides de diverses colorations. « Rome agonise sous le joug des faibles et des fanatiques », annonça Julia, sa voix claire résonnant dans les murs décorés de fresques représentant des scènes mythologiques explicites. Tandis que les barbares frappent à nos portes et que les chrétiens brûlent nos temples, nous préservons les vrais secrets qui ont fait de cette ville la maîtresse du monde. Autour d'elle, hommes et femmes, tous adultes de l'élite romaine, acquiesçaient dans un silence hypnotisé. C'est à ce moment que Lucius, le frère aîné de Julia, entra par une porte latérale. Grand et d'allure militaire, bien qu'il n'ait jamais servi dans les légions, il partageait avec sa sœur les mêmes yeux troublants et la même aura d'autorité naturelle. Sans dire un mot, il se positionna aux côtés de Julia, si près que leurs corps se touchaient presque, créant une tension palpable dans l'air lourd d'encens. Le rituel commença avec Julia brandissant une dague d'argent aux manches incrustées de pierres précieuses. Un esclave apporta ensuite un agneau blanc, immaculé, qui fut placé sur l'autel. Les yeux de l'animal, désorientés par la boisson soporifique qui lui avait été administrée auparavant, enregistraient à peine ce qui se passait autour de lui. D'un mouvement fluide et précis, Julia trancha la gorge de l'animal, laissant le sang s'écouler dans un bassin d'or stratégiquement positionné. Le liquide rouge et épais fut ensuite mélangé au vin dans un grand cratère de céramique antique. Lucius prit le cratère et but la première gorgée, le passant ensuite à Julia. Le regard qu'ils échangèrent pendant ce passage contenait une intimité interdite qui fit détourner les yeux à plusieurs convives, tandis que d'autres observaient avec une fascination morbide.
Après avoir bu, les frères firent circuler le récipient parmi les présents, chacun sirotant le liquide métallique et enivrant. À mesure que le mélange de vin, de sang et d'herbes hallucinogènes commençait à faire effet, la cérémonie évoluait vers quelque chose de plus primitif et charnel. Julia, prenant les devants, commença à se dévêtir lentement, chaque mouvement calculé pour hypnotiser l'audience déjà engourdie. Son corps, désormais entièrement exposé, avait été auparavant peint de symboles antiques à l'encre dorée qui scintillait à la lumière vacillante des torches. Lucius la suivit, révélant un torse couvert des mêmes symboles rituels. Quand ils furent tous deux nus, ils s'étreignirent d'une manière qui dépassait toute démonstration acceptable d'affection fraternelle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser profond et prolongé, tandis que leurs mains exploraient les corps l'un de l'autre sans aucune gêne. Ce fut le signal pour que les autres participants se dévêtissent également et se joignent à ce qui se transforma rapidement en une orgie rituelle. Un vieux sénateur, dont les opinions conservatrices étaient bien connues sur le forum public, se tordait maintenant sur le sol avec deux jeunes patriciennes. Un commandant militaire dont la réputation de cruauté étendait sur tout l'Empire gémissait comme un enfant, dominé par des pratiques qu'il n'aurait jamais admises en dehors de ses murs. Des évêques et des diacres, qui pendant la journée prêchèrent la vertu et la chasteté, participaient maintenant à des actes qui seraient considérés comme hérétiques selon n'importe quelle norme. Au centre de tout, Julia et Lucius restaient le noyau gravitationnel du chaos sensoriel qu'ils avaient orchestré. Entre baisers et caresses de plus en plus intimes, Julia murmurait des mots dans une langue ancienne, oubliée de tous sauf des plus dévoués érudits des mystères païens. Certes était une invocation à des dieux, dont l'Église avait tenté d'effacer les noms de l'histoire, des entités qui exigeaient une dévotion exprimée par la transgression de tous les tabous. Des heures s'écoulèrent dans cette frénésie de corps et de rituels, la distinction entre le religieux et le charnel complètement dissoute. Lorsque finalement les effets des substances commencèrent à diminuer et que les participants tombaient épuisés sur des coussins et des tapis, Julia restait éveillée et alerte, observant avec une satisfaction calculatrice le résultat de son œuvre. Elle appela alors son esclave de confiance, Nyssa, une grecque d'âge moyen qui servait de prêtresse auxiliaire et de confidente. « Assure-toi que tous rentrent chez eux avant l'aube », instruisit-elle à voix basse, « et rappelle-leur que ce qui se passe entre ces murs reste scellé par des serments de sang. » Tandis que les convives commençaient à se réveiller de leur transe induite, Julia se retira dans ses appartements privés, suivie de près par Lucius. Là, loin des regards des autres, les frères pouvaient enfin discuter du véritable but derrière cette nuit d'excès. « Le général Oreste était-il présent comme nous l'espérions » demanda Lucius, se référant au puissant commandant militaire qui contrôlait le jeune empereur comme une marionnette. « Oui » répondit Julia, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres, encore maculées de vin et de sang. « Et il a bu plus que quiconque. D'ici la fin de la semaine, il nous aura confié des secrets que même sa femme ignore. Et l'évêque Sévérus, cet hypocrite, Julia rit doucement. Il a passé toute la nuit entre les bras de deux jeunes hommes. Si les lettres qu'il a écrites pendant son délire parvenaient à Rome, il serait excommunié avant le prochain dimanche. » Les frères échangèrent des regards de complicité qui allèrent bien au-delà du lien de parenté ou même de la luxure partagée. Était la complicité de conspirateurs qui utilisèrent le plaisir et le vice comme armes dans un jeu de pouvoir bien plus complexe. « L'Empire s'effondre, mon frère, » dit Julia, son expression soudainement grave. « Les Goths, les Vandales et les Huns déchirent nos frontières. Bientôt, Rome ne sera plus qu'une ombre de ce qu'elle fut. Mais à travers ces rituels, nous préservons non seulement le savoir des anciens, mais nous assurons aussi notre propre survie. » Lucius acquiesça gravement. « Tant que nous aurons le contrôle sur les vices de ces hommes puissants, nous pourrons naviguer en sécurité à travers l'effondrement qui approche. » Ce qu'aucun des deux ne mentionnait, mais que tous deux savaient parfaitement, était que leur rituel avait un autre but encore plus sombre. Selon des textes anciens trouvés dans un temple abandonné de Mithra, l'union charnelle entre frères de noble lignée, lorsqu'elle était accomplie dans des conditions spécifiques et accompagnée des sacrifices adéquats, pourrait engendrer un enfant doté de pouvoirs extraordinaires, un enfant qui pourrait, peut-être, inverser la chute de l'Empire ou, à tout le moins, assurer que le sang impérial continue de couler même après la chute inévitable de Rome.
Le lendemain matin, un ciel gris enveloppa Rome, comme si les dieux antiques eux-mêmes annonçaient leur désapprobation sur la ville décadente. Dans les rues près du forum, des marchands installèrent leurs étals, tandis que des prêtres chrétiens se hâtèrent vers les premières prières, ignorant les rituels païens qui s'étaient déroulés pendant la nuit. À quelques mètres de là, à l'intérieur d'une ancienne basilique convertie en église, l'évêque Sévérus s'agenouillait devant l'autel, son visage tordu dans une expression d'agonie qui n'avait rien à voir avec la dévotion religieuse. Sévérus sentait son corps couvert d'une fine couche de sueur froide, tandis que les images de la nuit précédente envahissaient son esprit. Il tentait de prier, mais les paroles sacrées sonnaient creuses alors qu'il se rappelait ses propres gémissements, la saveur métallique du vin mêlé de sang, les corps entrelacés dans l'obscurité. Et, pire que tout, il se souvenait de Julia l'observant avec ses yeux qui semblaient absorber son âme, tandis qu'il écrivait des lettres compromettantes dans son délire induit. « Dieu me pardonne », murmurait-il à plusieurs reprises, mais il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il répondrait à l'appel de Julia. Quelque chose chez cette femme l'attirait comme un papillon de nuit vers la flamme, même en sachant que son destin serait la destruction. À la demeure des Livilla, l'activité commençait plus tard. Des esclaves se mouvaient silencieusement, nettoyant tous les vestiges de la cérémonie nocturne. Les vases étaient lavés avec des herbes spéciales qui éliminaient tout résidu de sang. Des encens purificateurs brûlaient dans des braséros de bronze pour dissiper les arômes de l'orgie rituelle. Les tissus tachés étaient brûlés dans des fours à l'arrière de la propriété. Dans ses appartements privés, séparés du reste de la demeure par de lourdes tentures de soie cramoisie, Julia S. éveillait lentement. Son corps nu portait encore les marques de la nuit précédente, des éraflures superficielles et des taches de vin séché qui ressemblaient à du sang coagulé. À ses côtés, Lucius dormait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans une respiration lourde. La femme observa son frère quelques instants, ses yeux calculateurs évaluant chaque détail de son visage comme s'il s'agissait d'un objet et non d'une personne. Il y avait de l'affection là, mais c'était quelque chose de distordu, mêlé d'ambition et d'un sens de la propriété qui transcendait toute notion normale d'amour fraternel. Pour Julia, Lucius était simultanément un instrument de pouvoir et une extension d'elle-même, l'autre face de la médaille de sa propre existence. Elle se leva sans le réveiller et marcha jusqu'à une petite table où reposait un miroir d'argent poli. Elle examina son reflet attentivement, cherchant des signes de vieillissement ou de faiblesse. À 28 ans, elle conservait encore la beauté qui lui servait d'arme, mais elle savait que le temps était un ennemi implacable. Les rituels N étaient pas seulement pour le pouvoir ou le plaisir, ils étaient aussi une quête d'immortalité que les anciens textes promettaient aux pratiquants les plus dévoués. Un léger bruit à la porte annonça l'arrivée de Nyssa, qui entra portant un plateau de fruits frais et une coupe de vin diluée avec de l'eau. L'esclave grecque, dont les cheveux gris contrastaient avec un visage qui conservait des traits de beauté passée, se mouvait avec la familiarité de celle qui connaissait tous les secrets de sa maîtresse. « Les lettres ont été envoyées comme ordonné, Domina », informa-t-elle à voix basse pour ne pas réveiller Lucius. Et les invités sont rentrés chez eux avant l'aube. Seul le sénateur Quintus a été aperçu par quelques pêcheurs alors que sa litière quittait la demeure. Quintus a toujours été négligent, commenta Julia avec dédain, prenant un morceau de pêche sur le plateau. « Cher, la prochaine fois, il vaudra peut-être mieux le garder ici jusqu'à ce que les rues soient complètement désertes. » Nyssa hésita avant de poursuivre. « Il y a une autre question, Domina. Un messager est arrivé à l'aube avec des nouvelles du nord. Odoacre avance avec ses érules et ses ruches vers Ravenne. On dit qu'il a l'intention de déposer l'empereur. » Le visage de Julia resta impassible, mais quelque chose dans ses yeux brilla. Ce n'était pas de la peur, mais de l'excitation. L'enfant empereur ne signifie rien. Il n'est qu'un symbole. Le vrai pouvoir est entre les mains d'hommes comme Oreste, et dans l'ombre, entre les mains de gens comme nous. Elle fit un geste dédaigneux et ajouta « Prépare mon bain. Aujourd'hui, je recevrai des visites importantes. » Tandis que l'esclave se retirait, Julia reporta son attention sur un petit coffre en bois sculpté, protégé par une serrure complexe. De l'intérieur, elle retira un parchemin ancien, si fragile qu'il semblait pouvoir se désintégrer au toucher. Était un texte en grec archaïque, récupéré des ruines d'un temple à Alexandrie avant que les chrétiens ne le brûlent. Le document détaillait des rituels encore plus anciens que ceux pratiqués la nuit précédente, des cérémonies
qui exigeait des sacrifices plus grands et des promesses plus sombres. Lucius S. éveilla enfin, observant sa sœur avec des yeux mi-clos. « Que fais-tu »« Ça, nous préparons la prochaine étape, » répondit-elle sans quitter le parchemin des yeux. « L'Empire va bientôt tomber, mon frère. Nous devons être prêts. » L'après-midi de ce même jour, tandis que le soleil luttait pour percer les lourds nuages, Julia reçut une visite inattendue. Le général Oreste, homme d'âge mûr dont la barbe grisonnante et les cicatrices de bataille lui conféraient une apparence austère, arriva sans préavis, accompagné seulement de 2 gardes personnels qui furent chargés d'attendre dehors. Julia le reçut dans l'atrium de la demeure, désormais impeccablement propre et orné de fleurs fraîches qui dissimulaient toute trace des événements nocturnes. Elle portait une stola de pourpre plus discrète, bien que toujours luxueuse, et ses cheveux avaient été arrangés en une coiffure élaborée qui mettait en valeur la grâce de son cou. « Général », salua-t-elle avec une révérence calculée et respectueuse. Quel honneur inattendu! Oreste ne répondit pas immédiatement. Ses yeux parcoururent l'environnement comme s'ils cherchèrent des preuves de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Quand il parla enfin, sa voix sonna plus rauque que d'habitude. « Je ne me souviens pas clairement comment j'ai quitté votre demeure hier soir, noble Julia. Il semble que le vin était plus fort que ce à quoi je suis habitué. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Julia. Les vins de notre cave familiale proviennent de vignobles antiques, cultivés selon des méthodes qui remontent à l'époque d'Auguste. Peu d'hommes peuvent les apprécier sans être affectés par leur caractère unique. « J'ai eu des rêves troublants, » continua le général, s'approchant de quelques pas. « Des visions qu'un homme de ma position ne devrait même pas s'avouer à soi-même. » « Dans les anciens croyaient que les rêves étaient des messages des dieux, » répondit Julia doucement. « Peut-être les vôtres essaient-ils de communiquer quelque chose d'important. » La tension entre eux était palpable, non seulement sexuelle, mais chargée de menaces voilées et de connaissances dangereuses. Oreste savait que quelque chose était passé la nuit précédente, quelque chose qui pourrait détruire sa réputation et sa position si cela venait à être révélé. Et Julia, comme une araignée au centre de sa toile, attendait le moment parfait pour utiliser cette information. « Je suis venu vous faire un avertissement, noble Julia, » dit finalement le général, son ton durcissant. « Il y a des rumeurs de rituels païens pratiqués dans certaines maisons aristocratiques. Et l'évêque de Rome fait pression pour des enquêtes plus rigoureuses. Il serait regrettable que votre famille soit impliquée dans de telles accusations. » Julia inclina légèrement la tête, comme une prédatrice évaluant sa proie. « C'est très aimable de votre part de vous soucier de notre bien-être, général. Mais permettez-moi de vous rendre l'appareil avec un autre avertissement. Beaucoup d'hommes puissants ont des secrets qu'ils préféreraient garder dans l'ombre. Certains de ces secrets sont bien gardés dans ma mémoire. » Un instant, quelque chose de semblable à la peur traversa les yeux de l'expérimenté commandant militaire. Il se ressaisit rapidement, mais pas avant que Julia n'ait capté ce moment de faiblesse. « Nous vivons des temps dangereux, » dit-il enfin, se préparant à partir. « Rome n'est plus ce qu'elle était. Prenez soin de vous, noble Julia. »« Rome ne meurt jamais, général, » répondit-elle avec une certitude inquiétante. « Elle se transforme, c'est tout, comme nous tous. » Après le départ d'Orestes, Julia convoqua immédiatement son frère et Nyssa pour une réunion privée dans ses appartements. Son visage, auparavant un masque de courtoisie aristocratique, affichait maintenant l'intensité prédatrice que seuls ses plus proches confidents connaissaient. Oreste est effrayé, annonça-t-elle avec une satisfaction évidente. Les effets des drogues dans le vin l'ont rendu vulnérable, et maintenant il craint ce qu'il a pu révéler ou faire pendant le rituel. C'est dangereux, avertit Lucius, plus prudent que sa sœur. Il contrôle l'armée. S'il décidait d'agir contre nous, il ne fera rien, coupa Julia avec une confiance absolue. Pas tant que nous aurons les lettres qu'il a écrites pendant sa transe, détaillant sa conspiration pour renverser l'empereur et prendre le pouvoir. Des lettres qui seraient très intéressantes pour Odoacre et ses barbares. Nyssa, qui rarement s'exprimait sans y être invitée, parla alors. « Domina, la visite du général après la cérémonie n'est pas une coïncidence. Les esprits sont agités. Les sacrifices d'hier ont ouvert des portes que nous ne pourrons peut-être pas contrôler. » Julia lança à l'esclave un regard pénétrant. Nyssa était plus qu'une servante. C était une prêtresse des anciens cultes, tannée dans une lignée qui remontait au mystère d'Éleusis. Ces avertissements n'étaient jamais donnés à la légère. Alors, il est temps de passer au niveau supérieur du rituel, décida Julia,
son ton n'admettant aucune contestation. À la prochaine nouvelle lune, nous accomplirons la cérémonie décrite dans le parchemin alexandrin. Tant Lucius que Nyssa pâlirent visiblement. Ce rituel exige un sacrifice humain, protesta Lucius à voix basse. Même dans notre cercle, il y a des limites qui ne peuvent être franchies sans conséquence. Julia s'approcha de son frère, touchant son visage avec des doigts qui semblaient soudain froids comme du marbre. Rome est en train de mourir, mon amour. Les barbares la détruisent de l'extérieur, les chrétiens de l'intérieur. Seuls les anciens dieux peuvent nous sauver maintenant, et ils exigent un sang plus précieux que celui des animaux. Les jours qui suivirent apportèrent à Rome une chaleur suffocante et inhabituelle pour la saison. Dans les rues, l'odeur des ordures et des excréments se mêlait à l'odeur de mort qui semblait émaner de la ville elle-même. Ce haine était pas seulement les corps occasionnels trouvés dans les ruelles après des nuits de violence, c'était quelque chose de plus profond, comme si la ville elle-même était en décomposition. À la demeure des Livilla, les préparatifs du rituel de la nouvelle lune avançaient en secret. Julia avait désigné un petit groupe d'esclaves loyaux pour la tâche, tous liés par des serments qui garantissaient leur silence éternel. Nyssa supervisait personnellement la collecte d'herbes rares, la préparation d'onguents rituels et la confection de vêtements cérémoniels tissés de fils d'or et de soie noire. Pendant ce temps, Lucius s'occupait de la partie la plus délicate et dangereuse de la préparation, la sélection de la victime sacrificielle. Selon le parchemin alexandrin, ce ne pouvait être n'importe qui. Le sacrifice devait être quelqu'un de noble sang, physiquement parfait, et surtout volontaire, du moins en apparence. Le texte affirmait qu'un sacrifice forcé invaliderait tout le rituel et pourrait attirer la colère des dieux contre les célébrants. C'est au cours de cette quête que Lucius trouva Marcus Valerius, un jeune patricien de 25 ans dont la famille, autrefois puissante, était tombée en disgrâce après avoir soutenu le camp perdant dans l'une des innombrables disputes politiques qui marquaient l'Empire agonisant. Marcus avait un corps athlétique et un esprit aiguisé, mais ses yeux révélaient le désespoir de celui qui avait tout perdu, sauf la vie. « Il est parfait », dit Lucius à sa sœur, tandis qu'ils observaient discrètement le jeune homme au marché, où il vendait des bijoux de famille pour survivre. Assez noble pour satisfaire les exigences du rituel, assez désespéré pour accepter notre proposition. Julia étudia l'homme avec des yeux critiques, évaluant non seulement son adéquation au sacrifice, mais aussi son potentiel comme pièce dans ses jeux de manipulation. « Amène le dîner. Je veux le connaître avant de me décider. » Cette nuit-là, Marcus Valerius fut reçu à la demeure des Livilla, avec une hospitalité calculée, pour impressionner quelqu'un qui avait connu des jours meilleurs. Le triclinium, éclairé par des dizaines de lampes à huile parfumée, affichait l'opulence que la famille maintenait encore. Des esclaves servaient des plats élaborés dans de la vaisselle d'argent, tandis que des musiciens jouaient des mélodies douces dans un coin discret. Marcus, vêtu de sa meilleure toge, visiblement usée, mais toujours digne, tentait de cacher son étonnement devant le luxe qui ne faisait plus partie de sa vie. Julia, portant une robe bleu foncé qui mettait en valeur la pâleur de sa peau et le noir de ses cheveux, l'observait attentivement, mesurant chaque réaction. « Votre famille a une lignée ancienne et respectable », commenta-t-elle, tandis qu'un esclave servait du vin dans des coupes de cristal. « Les Valéries ont servi Rome depuis l'époque de la République. Et Rome nous a vite oubliés quand nous n'avons plus été utiles, » répondit-il avec une amertume mal dissimulée. Julia sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Rome n'oublie jamais, Marcus Valerius. Elle attend juste le bon moment pour reconnaître ses vrais enfants. » La conversation flua avec une naturelle étudiée, Julia et Lucius tissant une toile de mots qui enveloppait graduellement le jeune patricien. Ils parlèrent d'une renaissance imminente, d'anciens pouvoirs qui reviendraient, de la manière dont certaines familles, celles qui préservaient les vraies valeurs romaines, ressurgiraient des cendres de l'Empire en effondrement. « Les chrétiens et les barbares pensent qu'ils ont gagné, » dit Lucius à un certain moment, sa voix baissant jusqu'à un ton presque conspirateur. Mais ils ne comprennent pas les mystères que nos familles ont préservés pendant des générations. Les yeux de Marcus brillèrent d'un intérêt genuin. Comme beaucoup de jeunes aristocrates éduqués dans les traditions classiques, il ressentait l'influence chrétienne croissante et la perte des anciennes pratiques païennes qui avaient défini l'identité romaine pendant des siècles. Quels sont ces mystères? Ce fut le moment que Julia attendait. Se penchant légèrement en avant, comme si elle était sur le point de partager un secret précieux, elle laissa sa main effleurer celle de Marcus.
des mystères que peu sont dignes de connaître, des rituels qui connectent les initiés directement aux dieux qui ont fait de Rome la maîtresse du monde. Les pupilles du jeune homme se dilatèrent, que ce soit par le vin soigneusement dosé de substances subtiles ou par la proximité hypnotique de Julia. Et vous, pratiquez ces rituels. Non seulement nous les pratiquons, répondit Lucius. Nous en sommes les gardiens. Et occasionnellement, lorsque nous trouvons quelqu'un de noble sang et d'esprit digne, nous offrons l'opportunité d'y participer. Le reste de la nuit se déroula en une danse soigneusement chorégraphiée de séduction, non seulement sexuelle, bien que cet élément fût présent, mais une séduction plus profonde, visant l'âme même du jeune patricien. Quand Marcus partit enfin, il emportait non seulement l'invitation à revenir la nuit de la nouvelle lune, mais aussi la promesse voilée qu'il pourrait récupérer tout ce qu'il avait perdu. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, était que son rôle dans le rituel serait bien différent de ce qui lui avait été suggéré. À mesure que la nouvelle lune approchait, la tension montait non seulement à la demeure des Livilla, mais dans toute Rome. Les nouvelles du Nord confirmaient les pires craintes. Odoacre avait assiégé Ravenne, où le jeune empereur et son père, Oreste, étaient retranchés. Ce haine était qu'une question de temps avant que la ville ne tombe, scellant le destin de l'Empire occidental déjà moribond. À la veille du rituel, Julia rencontra secrètement l'évêque Severus dans une petite maison isolée du centre, propriété d'un commerçant qui devait des faveurs à la famille Livilla. Le religieux, dont la position officielle exigeait qu'il condamnât toute pratique païenne, tremblait visiblement en attendant l'arrivée de la femme qui connaissait ses secrets les plus intimes. « Les patrouilles de l'Église sont plus vigilantes », informa-t-il dès qu'ils furent seuls. 3 maisons ont été envahies la semaine dernière sous suspicion de pratiques païennes. Des familles entières ont été emmenées. Julia ne montra qu'un léger intérêt. Et des preuves ont-elles été trouvées? Dans l'une d'elles, oui. Des statues antiques, des textes interdits. Le patriarche a été exécuté publiquement en exemple. Elle, évêque, marqua une pause, comme s'il hésitait à continuer. Il y a des rumeurs selon lesquelles il recherche spécifiquement des preuves de sacrifices humains. Un silence pesant tomba sur la pièce. Julia étudia le visage de l'évêque, remarquant les cernes profonds, les tremblements occasionnels de ses mains, les yeux qui ne parvenaient pas à se fixer sur les siens plus de quelques secondes. « Tu me dénoncerais, Severus, après tout ce que nous avons partagé ?» L'homme pâlit encore plus. « Jamais. Je suis juste inquiet. Ce que vous comptez faire est dangereux, même pour quelqu'un avec vos connexions. Sais-tu ce qui est le plus dangereux, évêque ?» Julia s'approcha, sa voix soudain froide comme le vent d'hiver. « L'incertitude. Ne pas savoir si la personne en qui tu as confiance gardera son silence. » Ses doigts effleurèrent le visage de l'homme dans une caresse qui ressemblait plus à une menace. « J'attendrai ta présence demain soir. Ne me déçois pas. » Quand la nuit du rituel arriva enfin, la demeure des Livilla semblait abandonnée vue de l'extérieur. Aucune lumière visible, aucun son qui pourrait attirer une attention indésirable. Mais au sous-sol, dans une crypte antique qui précédait la demeure elle-même, des dizaines de torches et de braseros éclairaient un espace circulaire où des générations de patriciens avaient accompli des cérémonies secrètes. Les convives arrivaient individuellement, portant des capes à capuchon qui dissimulaient leurs visages. Ils étaient moins nombreux que lors de la cérémonie précédente, seulement ceux du cercle le plus intime, ceux que Julias avait trop compromis pour la trahir. L'évêque Severus, le sénateur Quintus, 2 commandants militaires de haut rang et quelques femmes de l'aristocratie dont l'appétit pour la transgression rivalisait avec celui de l'hôtesse elle-même. Au centre de la crypte, un autel de pierre noire avait été préparé. À ses côtés, Marcus Valerius attendait, vêtu uniquement d'une tunique blanche qui contrastait dramatiquement avec les vêtements noirs des autres présents. Son regard était lointain, presque rêveur, effet des drogues administrées dans son vin des heures auparavant. Julia et Lucius entrèrent en dernier, portant des vêtements cérémoniels identiques de soie noire, avec des broderies dorées représentant des symboles que beaucoup des présents ne pouvaient reconnaître. Dans leurs mains, ils portaient des dagues jumelles aux manches d'ivoire sculptées. « Ce soir, » commença Julia, sa voix résonnant dans les murs antiques, « tandis que Rome vacille au bord de l'extinction, nous faisons appel aux pouvoirs qui ont fait de cette ville le centre du monde. Les dieux anciens, les vrais dieux, exigent des sacrifices à la hauteur de leur grandeur. » Lucius continua, comme s'il partageait une unique pensée.
Le sang noble a toujours été le plus puissant, le plus efficace. Ce soir, nous offrons non seulement du sang, mais une vie librement donnée au nom de Rome. Marcus sourit vaguement, ne comprenant clairement pas le vrai sens des mots. Dans son état altéré, il s'imaginait participant à un rituel d'initiation qui le élèverait au même sommet de pouvoir que ses hôtes. Le rituel commença par des chants dans une langue qui mêlait le latin archaïque à des mots plus anciens, possiblement étrusques. Les participants formèrent un cercle autour de l'autel, se mouvant dans une danse lente qui augmentait graduellement d'intensité. L'air devenait de plus en plus dense avec la fumée des encens et des herbes brûlées dans les braseros. Au plus fort des chants, Julia fit un signe et 2 esclaves musclés conduisirent de Marcus jusqu'à l'autel, le couchant sur le dos sur la pierre froide. Le jeune homme n'opposa aucune résistance, ses yeux fixés sur un point invisible au-dessus de lui, un sourire serein sur ses lèvres. « Par les anciens dieux », proclama Julia, brandissant sa dague. « Nous offrons ce sang volontairement versé, que l'Empire renaisse de ses cendres, que nos ennemis périssent, que le pouvoir retourne aux mains de ceux qui ont préservé les vrais mystères. » Ce fut à ce moment que l'inattendu se produisit. L'un des convives, qui jusqu'alors était resté silencieux dans l'ombre, s'avança soudainement, rejetant en arrière le capuchon qui dissimulait son visage. Était le général Oreste, ses yeux brûlants d'un mélange de fureur et de terreur. « C'est de la folie !» cria-t-il, interrompant le rituel. « Vous ne sauvez pas Rome, vous conspirez à sa destruction finale. » Ainsi se termine l'histoire de Julia Livilla, la noble romaine dont les rituels profanes marquèrent les derniers soupirs d'un empire agonisant. Ces jeux de pouvoir, de manipulation et de sacrifice n'empêchèrent pas la chute de Rome, et sa propre fin fut aussi brutale que les rituels qu'elle pratiquait. La crypte où elle accomplit son dernier rite fut scellée par le feu et la pierre, un tombeau éternel pour des ambitions qui défièrent dieux anciens et nouveaux. Lorsque nous pensons aux horreurs dont nous avons été témoins, le sang versé sur des autels profanes, les corps entrelacés dans l'extase et l'agonie, la manipulation froide de âmes désespérées, nous sommes contraints de contempler les limites de la quête humaine du pouvoir. Jusqu'où iriez-vous pour préserver votre monde en effondrement? Quel prix seriez-vous prêt à payer, ou pire, à faire payer aux autres? N'oubliez pas d'explorer nos autres vidéos sur les aspects les plus sombres de l'histoire que peu osent aborder. Nous vous remercions de votre compagnie dans ce voyage vers les recoins les plus obscurs de l'âme humaine. Rappelez-vous, les empires tombent, mais l'obscurité qui habite le cœur des puissants est éternelle.